Bonsoir Kamel Daoud, bonsoir à tous, bienvenue pour cet entretien dans le cadre du choix Goncourt du Royaume-Uni. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui, cher Kamel Daoud. Ce n'est pas votre première visite à Oxford, mais c'est votre première visite en tant que lauréat du Goncourt. Et nous allons parler donc aujourd'hui du roman auquel le Goncourt a été décerné, donc Houri, que certains des participants à cette réunion ont déjà lu et d'autres non. Donc on va essayer de faire quelque chose d'impossible, c'est-à-dire d'en parler sans trop déflorer le sujet, tout en parlant pour les gens qui veulent en savoir plus en l'ayant lu. Donc on va peut-être commencer par le commencement et par le titre, en rappelant donc ce que sont les houris, si vous le voulez bien. D'accord, bonjour, merci d'être là, je vais essayer d'être intéressant. Euh, Houri, c'est un mot que je pense commence à se diffuser un peu par les médias, par les tragédies, par l'actualité politique. Il s'agit des fantasmes de femmes parfaites dans le paradis, les fameuses vierges du paradis, au nombre de 72, qui attendraient ceux qui y croient, ceux qui se sacrifient ou les plus fidèles. Et c'est une mythologie qui est puissante et qui est dans toute la littérature ou la paralittérature religieuse depuis le XIIe siècle à peu près. Donc, ce sont un peu ces femmes-là imaginaires auxquelles on sacrifiait sa vie pour décrocher un rendez-vous avec elles. Merci. Alors ça, ce sont donc les houris traditionnels de l'islam. Vous vous donnez ce titre donc à un roman qui subvertit, je crois qu'on peut le dire, ce que sont ces houris. Et vous commencez par mettre en scène, donner la parole, pourrais-je dire, à un personnage tout à fait extraordinaire de femme algérienne qui nous livre toute sa pensée et qui en même temps ne peut pas entièrement s'exprimer. Oui, au fait, c'est une question qui est posée à beaucoup d'Algériens qui ont vécu la guerre civile algérienne de 1990 à 2000. C'est une guerre qui a fait beaucoup de morts, qui était très violente, mais c'était avant Internet, avant la viralisation, et qu'il est difficile de raconter maintenant pour plusieurs raisons. Je vais passer dessus très rapidement. On a une loi qui l'interdit, parce qu'à la fin de la guerre civile, il y a des lois qui ont été conçues dans le cadre d'une sorte de deal entre les islamistes armés et l'armée du pays. Donc on a une loi qui l'interdit, ce qui signifie que il n'y a pas d'enquête académique, de travaux d'historiens, de travaux de médecins, il n'y a pas un corpus. Ça ne veut pas dire que c'est le premier roman. Il y en a eu d'autres, mais très rares. Très peu de films, souvent produits en France et qui sont d'ailleurs souvent interdits en Algérie. Donc, ce qui fait que la question qui s'est posée à moi dès le début, c'était celle de beaucoup d'Algériens. Comment à la fois raconter et ne pas raconter? Quelle est la possibilité de raconter la douleur après une guerre? Est-ce qu'il faut le faire ou ne pas le faire? Et la question fondamentale de ce roman, parce que un roman n'est pas une réponse mais une interrogation, c'est celle qui m'a préoccupé pendant des mois et des mois, sinon des années. Est-ce que l'oubli, c'est le bonheur, ou est-ce qu'il s'agit de ne pas oublier pour que cela ne se reproduise pas? Donc, est-ce qu'il s'agit de raconter pour prévenir l'avenir, ou est-ce qu'il s'agit de ne rien dire pour justement être heureux? Et ce sont autant de questions qui ont fait que, comme beaucoup d'Algériens, j'avais une histoire à raconter, c'est celle de tout le monde, mais je voulais à la fois la raconter et raconter l'impossibilité de la raconter. C'était le seul moyen de raconter deux histoires à la fois, une guerre et une guerre qu'on veut effacer et qu'on veut oublier. C'est pour ça que le personnage, c'est à la fois quelqu'un qui n'a pas de voix, mais qui a une histoire. Et c'est un personnage donc de femme qui est enceinte et qui s'interroge sur, ou d'ailleurs ne s'interroge pas au départ, se dit qu'il vaudrait mieux pour l'enfant à naître dont elle suppose qu'il s'agit d'une fille, ce serait mieux de ne pas naître, que le vrai bonheur serait de ne pas naître plutôt que de naître en Algérie en tant que femme. En fait, c'est un roman, parce que c'est normal quand on est dans le reste du monde, mais surtout en France, un Algérien est un objet politique, parce qu'il est dans une histoire qui est mal racontée ou pas racontée, etc. Et donc, la lecture de la production littéraire d'un Algérien, elle est toujours politisée. Camus n'a pas échappé, et jusqu'à maintenant, à cette lecture un peu forcée. La politique disparaît, on le sait. Ce qui reste, ce sont les livres. On ne lit pas Hermann Hesse maintenant comme on le lisait à l'époque où il a refusé de participer à la Première Guerre mondiale. Donc, les circonstances politiques disparaissent. Au fond, pour moi, c'est quoi? C'est l'histoire d'une femme.
c'est l'histoire de ce que coûte la violence, dans le sens large, aux femmes, parce que ce sont les femmes qui payent le plus les ruptures politiques. Et donc, c'était important pour moi que ce soit une femme qui raconte cette histoire-là et qu'elle le fasse avec, dans la difficulté. Maintenant, quand vous écrivez le roman de quelqu'un qui a survécu à une guerre, traditionnellement, c'est classique, c'est une confession. Sauf, on ne peut pas tenir un lecteur avec une confession de 400 pages. Ce n'est pas possible. Dès le début, je commençais pendant presque un an à m'interroger sur comment avoir ce qu'on appelle un artifice narratif qui puisse capter le lecteur. Et moi, je ne suis pas quelqu'un de très intelligent. Généralement, je reviens toujours vers les choses les plus simples, celles que les autres ne voient pas. Comme dans Meursault contre enquête, je reviens vers l'arabe, c'est plus facile et ça m'évite d'être très intelligent et en même temps de marquer les esprits. Donc, au début, je me suis dit, quel est le discours que les gens envisagent souvent, qui est le plus émouvant dans la vie? L'aveu, l'amour, le courage, la confession, la culpabilité, mais surtout la conversation finale. Vous savez, quand vous tenez la main à quelqu'un qui va mourir et qui vous dit les phrases les plus importantes de sa vie et de la vôtre. Je t'ai toujours aimé. Pardonne-moi ce que je t'ai fait. Et cette dernière conversation, elle existe, elle est filmée, il y a des films, il y a des romans, il y a des récits, il y a des... Mais je me suis dit, mais personne n'a raconté la première conversation, celle d'une femme avec la vie dans son ventre. Parce que nous, les hommes, nous intervenons plus tard. Touche ici, est-ce que tu sens, il a bougé ou elle a bougé. C'est tout ce que nous avons droit. Mais une femme porte la vie, elle donne le sens, elle donne la vie. Il n'y a pas d'autre miracle que la vie qu'elle donne. Et donc je me suis dit, pourquoi ne pas raconter la première conversation de la vie au lieu de raconter la dernière? Vous voyez, ce n'est pas une idée de génie, c'est juste une idée banale. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, les lecteurs ne peuvent pas décrocher facilement lorsqu'une femme parle à l'enfant qu'elle a dans son ventre. Parce que peut-être qu'on ne s'en souvient pas, mais cette première voix, on la porte toute la vie. Cette première intonation, c'est celle de la vie. Et je me suis dit, c'est à la fois raconter la vie, la naissance de la vie, raconter la mort, la culpabilité, et raconter une véritable histoire d'amour, parce que quel est le vrai amour? C'est pas de dire venez au monde. Le vrai amour, c'est de dire est-ce que c'est parce que je t'aime beaucoup que je veux t'éviter la vie et la vie d'une femme et la vie d'une femme dans certaines géographies? Est-ce que aimer n'est pas tuer parfois? Alors, la mère donc qui intervient, cette figure de femme enceinte, est aussi elle-même fille, fille d'une mère, là aussi, une mère de grand caractère, une mère d'une grande force de caractère qui aime sa fille, qui veut tout faire pour sa fille et qui en même temps, quelque part, se fourvoie. Vous montrez également que l'amour peut avoir de bonnes intentions, mais pas nécessairement aller dans le sens que voudrait celui auquel il est destiné. Ça dépend, j'ai toujours vu les choses de manière un peu peut-être simpliste. Aimer quelqu'un, c'est vouloir lui ressembler, alors que dans le lien de ça c'est l'amour horizontal. Il y a un amour vertical, c'est celui entre les parents et les enfants, c'est ressembler le moins à ses parents. Et c'est une loi de la nature, c'est un amour par contraste, alors que l'amour horizontal, c'est un amour par affinité. Et donc, pour moi, il était normal que j'imagine un personnage de contraste fort. Et les contrastes ne sont pas un romancier, on lui prétend de la clairvoyance, mais au fond, ce sont quelques ressorts, la culpabilité face à l'innocence, le reproche à l'autre, ce qu'on n'ose pas se reprocher à soi-même. L'effet de contraste est un effet important dans l'écriture d'un roman. Et donc j'avais besoin d'une femme qui elle-même porte la question de l'oubli et du bonheur et qui y a mal répondu. Et donc, ou peut-être que sa fille adoptive croit que sa mère adoptive a mal répondu à la question. C'est la même question. Les personnages sont une forme de réflexion sur un thème profond. Souvent, sinon toujours. Donc je voulais une femme qui soit elle-même complexe, mais qui n'a pas eu le courage d'aller jusqu'au bout de la complexité de son histoire. Et alors, la fille donc, qui est enceinte est un personnage extrêmement fort et il y a des pages, je dois dire, savoureuses dans le roman, savoureuses mais aussi tragiques, à propos de son occupation professionnelle. Parce que c'est une femme qui a le courage non seulement d'avoir une profession, mais d'avoir une profession qui lui permet de tenir tête à la mosquée d'en face. Souvent dans ce roman, les paysages, je ne suis pas quelqu'un d'inventif. J'ai été dans, je ne sais plus quel écrivain, je crois que c'est Gide, on me l'a dit, parce qu'on est à l'ère de la citation dont on ne sait pas qui est l'auteur. Donc,
où il disait, je pense, que le réel parfois va plus loin que le vraisemblable. Et souvent, je vivais en Algérie à l'époque, il y avait cette mosquée dont je parle, elle était à 200 mètres de chez moi. Et effectivement, il y avait un cercueil devant la mosquée, parce qu'on l'utilisait pour le transport des morts. Et les enfants jouaient au ballon tout autour. Personne ne touchait à ce cercueil-là, parce que, bon, pour des raisons que vous devinez. Et en face, il y avait des salons de coiffure. Il y en a beaucoup en Algérie, parce que les femmes, la plupart, soit sont déscolarisées, soit elles sont dans des conditions financières qui les obligent à aller vers cette activité, ou peut-être intéressées, parce que ça rapporte aussi beaucoup d'argent. Et je voyais ce contraste, parfois je passais avec ma voiture, et je voyais des affiches avec des femmes très belles, photoshopées, des lèvres comme ça. Et en face, il y avait une mosquée où quelqu'un parlait des autres femmes, celles d'après la mort, et il les décrivait à peu près de la même manière. Et je me disais, c'est un problème de synchronisation entre l'amour et la mort. Et au lieu d'aimer ces femmes-là, qui sont juste derrière ce mur-là, ils sont en train d'attendre d'autres femmes qui peut-être n'existent pas, ou oui, selon la croyance de chacun. Peut-être que l'au-delà n'est meublé que de nos croyances, je ne sais pas. Mais ce contraste-là, je le voyais en Algérie. Et je décrivais cette scène parce que j'imaginais. Et en même temps, c'est de la réalité. Pendant la période du Ramadan du jeûne, il y a quand même des débats que j'ai vus. Par exemple, il y a des femmes, les propriétaires des salons de coiffure, on leur demande de ne pas activer. Parce que durant cette période, il ne faut pas s'épiler les sourcils, il ne faut pas se refaire ceci, etc., etc. Ce sont les plus radicaux qui portent ce discours anti-féminin. Et je vois, enfin, j'étais fasciné par ce contraste-là entre. J'ai écouté un jour un prêche qui a été publié par un journal d'ailleurs, où l'imam, le prêcheur, disait une femme a besoin d'être accompagnée d'un tuteur pour pouvoir acheter un parfum. Oui, ça fait rire, mais ça fait pleurer aussi. Et donc, c'est un univers d'absurdité. Alors, bien sûr, il est difficile d'en parler parce que les gens vont vous ramener à un débat politique sur pontif, phobie, pas phobie, etc. Et je pense que le rôle de l'écrivain, c'est de raconter l'absurdité du monde et sa beauté en même temps, de ne pas se préoccuper des étiquetages politiques parce que c'est l'écume des jours, ça va disparaître. Donc, cet univers absurde qui va jusqu'au bout, le roman, je ne vais pas déflorer le sujet, mais le roman, quand il parle de têtes d'âne coupées, qui font le débat, beaucoup de gens ici l'Occident est très instruit, peut-être un peu trop, et qui me disaient, mais ce n'est pas le symbole de la transformation de la bête du sacrifice biblique en quelque chose de plus dérisoire. Je disais oui, mais non, parce que c'est véritablement des têtes d'âne qui étaient jetées dans les rues, parce qu'on soupçonnait des bouchers de vendre de la viande d'âne, etc. Alors oui, c'est à la fois symbolique, réel, terrible, tragique, et je ne pouvais pas ne pas le raconter parce que on écrit un roman parce qu'on a une question qui vous taraude et vous n'avez pas les réponses. Si vous avez une réponse, vous écrivez un essai. Quand vous avez du mal à trouver la bonne réponse, vous écrivez un roman. Et un roman, c'est une invitation à tout le monde ici à participer à la confection d'une réponse précaire, fragile, provisoire, comme nous tous. Et alors, votre personnage, donc, on le disait, a du mal à s'exprimer et la question de la langue est centrale dans ce roman. La langue dans ce roman est un personnage. C'est une langue bavarde parfois c'est une langue qui ne dit rien, parfois elle ne répond pas, parfois elle est capricieuse, parfois elle est belle. C'est un enjeu aussi. Quelqu'un qui n'a pas une voix a besoin d'une langue magnifique. Souvent, il y a des lecteurs qui m'ont dit, mais c'est une langue exigeante et belle. J'ai dit, mais comment faire contrepoids à la monstruosité si ce n'est par le beau? Qu'est-ce qu'on peut contre un monstre si on n'exerce pas le droit au beau, de le créer et de le transmettre? Et puis, c'est un enjeu aussi pour l'auteur. Il arrive souvent, parce qu'on a quand même ce petit luxe où on parle des autres tout en racontant sa vie, c'est le privilège de l'écrivain, c'est que c'était un enjeu personnel pour moi. J'avais une langue intime, bien entendu c'est le français, une langue d'île, de rêverie, de secret, et je vivais dans un village où cette langue était vraiment secrète, parce que mes grands-parents qui m'ont élevé, ou toute ma famille, ne la pratiquaient pas réellement. Donc c'est une très belle langue, mais je ne pouvais pas la partager. Et il y avait la langue extérieure, ce n'est pas l'arabe, c'est l'algérien. Il n'y a que l'Occident qui croit que le monde arabe parle arabe. Langue, oui. Et donc, cet enjeu linguistique, des choses que l'on peut dire, des choses qu'on ne peut pas dire, des choses qui ne peuvent être dites que par un poème, des choses qui ne peuvent être dites que par des silences, des choses qu'on ne peut dire qu'en les tatouant, des choses qu'on ne peut dire qu'en les criant, ou des choses qu'on ne peut dire que parce que quelqu'un d'autre les a dites mieux que nous.
l'enjeu linguistique, l'enjeu de la langue est important quand on subit une douleur. Le deuil, qu'est-ce que le deuil finalement quand on perd quelqu'un? C'est retrouver des mots. On met 1 an, 2 ans, toute une vie, mais à la fin, le deuil, c'est retrouver des mots. C'est réparer une langue. C'est ça le deuil. Ce n'est pas réparer la mort, on ne peut pas. Ce n'est pas revivre les morts, on ne peut pas. Ce n'est pas ramener un amoureux qui nous a blessés, on ne le peut pas. Par contre, on répare les mots, et un jour on trouve quelqu'un, et on leur raconte cette histoire, avec cette langue retrouvée, et quelque part on revient à l'humanité, parce qu'on revient à la langue. C'est ce qui fait que la langue est importante pour moi. Écrire n'est pas uniquement le fait de dire ce que je pense, c'est de perpétuer le lien que j'ai avec les autres. Je suis ici, je réponds à des questions ou je tente de ne pas y répondre, et je réponds à des lecteurs ou je fais semblant. En même temps, on discute, on parle. Dans, dans l'île de Robinson Crusoe, qui me fascine, le premier enjeu, les gens se trompent. Ce n'était pas sauver des petits outils du bateau en naufrage, ce n'était pas sa Bible, c'était pouvoir retrouver quelqu'un. Et la scène la plus profonde, c'est celle où il tente de sourire, Robinson Crusoe, parce qu'il a oublié son visage. Et le cri le plus tragique, c'est Poor Robinson, where are you? Mm. Et nous avons besoin d'être écoutés et d'écouter, et d'avoir une langue pour pouvoir vivre. Donc, dans ce roman, l'enjeu de la langue est important. C'est pour ça que j'en ai fait quelque chose de foisonnant, quelque chose j'essaie de faire quelque chose de puissant, mais quelque chose qui capte aussi. Alors, c'est une langue extrêmement puissante et c'est une voix très puissante que celle de ce personnage qui ne peut pas s'exprimer de certains points de vue, mais qui a cette voix et cette présence tout à fait remarquable. Et elle occupe, donc, on pourrait dire, le premier tiers du roman, vraiment comme un massif, quelque part, cette langue, avec ce que vous évoquez pour vous-même, avec des réflexions du personnage sur le rapport entre langue extérieure et langue intérieure, le secret de la langue intérieure qui est la vraie langue, celle qui lui permet de se sentir elle-même, par rapport à une langue extérieure qui est imposée et dans laquelle elle ne se retrouve pas. Alors, avant de parler de la rencontre de la deuxième partie, je vais vous demander si vous le voulez bien de lire un extrait au choix. D'accord, je ne suis pas habitué, mais Est-ce que vous voulez bien? Comme ça, les auditeurs et les spectateurs verront et entendront le texte en action. elle parle à sa fille. Te garder, es-tu folle? Ils se sont montrés capables d'enterrer une guerre entière, 200 000 morts en 10 années, durant lesquelles ils se sont pris pour des moutons et des prophètes. Mais ils n'oublieront jamais que tu es né sans père, sans nom, que tu as été imposé par une mère monstrueuse qui leur évoque combien d'enfants, de femmes, d'hommes et de bêtes ils ont massacrés pour la gloire de leur Dieu. Ils te le rappelleront dans les administrations, dans la rue, dans la nuit, à l'école, partout où tu iras. Tu vivras dans une brèche plus profonde que celle d'où tu me fixes maintenant avec tes grands yeux qui hériteront de la beauté mystérieuse des miens. Tu ne t'en rends pas compte de l'enfer à traverser quand on est femme dans ce pays et qu'on n'a pas de père à opposer aux hommes et qu'on est un enfant abandonné. Merci beaucoup, Kamel. Donc vous avez entendu la voix de cette femme qui parle à cette fille et à sa fille et qui rappelle une partie des raisons pour lesquelles elle est monstrueuse. Et elle est monstrueuse, entre autres, parce qu'elle est le symbole vivant d'événements dont on ne veut pas parler, d'événements qu'on veut taire, qu'on veut nier. En fait, oui, et non, comme ça, je parlerai comme un rabbin. Elle croit qu'elle est monstrueuse, mais en fait, elle ne l'est pas. C'est le visage de l'autre. C'est eux qui sont dans la monstruosité, mais qui a été policée, administrée, qui a été standardisée, comme on dit maintenant. Mais elle ne l'est pas. C'est quelqu'un qui a été victime de massacres. En Algérie, il y a eu 92 à 2000 à peu près, beaucoup de massacres. Alors, c'est une guerre civile qui a commencé par les gendarmes, les policiers, les militaires, les intellectuels, les journalistes, les écrivains, et puis c'est monté crescendo. Dans les années 96, ils ont commencé les massacres de masse. C'est-à-dire, ils allaient dans les villages, enfin, dans les montagnes pour punir les tribus. J'étais journaliste à l'époque, donc ce que je raconte dans ce roman, c'est ce que j'ai vécu moi-même. Je ne suis pas le meilleur des témoins, ni le plus courageux. Il y en a d'autres qui ont fait ce métier aux dépens de leur vie. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu une centaine de journalistes assassinés durant les années 90
d'écrivains, d'artistes, de peintres, de dessinateurs. C'était des années horribles. Donc, c'est ce que j'essaie un peu de raconter dans ce roman aussi. Donc, cette guerre, à un moment, ils égorgeaient beaucoup. Bon, la question est pourquoi? Il manquait d'armes, peut-être de balles, de munitions, mais aussi parce qu'il y avait une volonté de créer, au-delà de la mort, la sidération par l'horreur. Dans ce roman, on va peut-être en parler dans la deuxième partie, mon personnage, le libraire, celui que Hobbes rencontre par la suite, il m'a été inspiré par un personnage qui m'a obsédé, une personne, pardon. Et pendant longtemps, je me suis dit, je vais en faire un roman à part, mais après, ça s'est composé. Je crois que c'est en 95 ou 96, un fait qui a eu lieu pas très loin de chez moi, à Oran. Ce sont de jeunes enseignantes qui avaient entre 20 ans et 23 ans, qui prenaient le bus, qui allaient enseigner dans les petits villages, dans les montagnes. Et un jour, elles se font arrêter à ce on appelait à l'époque un faux barrage, c'est-à-dire des militaires habillés, des terroristes habillés en militaires. Et les gens d'ailleurs étaient perdus. On ne savait pas un vrai barrage, un faux barrage, et les gens, on avait un lexique, on disait l'état de la nuit et l'état du jour. Chacun avait. Et elles avaient été arrêtées, descendues l'une après l'autre de ce bus et égorgées l'une après l'autre. Vous pouvez trouver leurs photos sur Google. Et le terroriste s'appelait réellement, comme dans ce roman, Loup affamé. Et il a blessé le chauffeur. Il lui a dit cette phrase qui, pour moi, était de l'ordre de la mythologie, la plus cruelle au monde. Il lui a dit, je ne te tue pas, je ne vais pas te tuer, mais va et raconte partout cette histoire. Et exactement. Ça m'a. Est-ce qu'on est dans le meurtre, mais pas uniquement dans le meurtre, on est dans la création de l'horreur, de la monstruosité. Et ce homme qui est chargé à la fois de taire une histoire et de la raconter, c'est un peu moi. C'est un peu elle, c'est un peu certains ici. Et c'est pour ça qu'à un moment, il m'a fasciné. Cet homme-là qui devait raconter, qui ne devait pas raconter, qui devait se souvenir, mais qui ne devait pas se souvenir. Et qui était un peu l'ordre symbolique de l'Algérie jusqu'à maintenant. Est-ce qu'on raconte cette histoire ou est-ce qu'on ne la raconte pas? On me l'a reproché pour ce roman. C'est un roman qui m'a coûté beaucoup. Est-ce qu'on a le droit de parler de cette guerre ou est-ce qu'on n'a que le devoir de parler de l'autre guerre, la guerre de décolonisation, et d'oublier celle-ci? Et c'est cette fissure dans la langue qui va jusqu'au personnage et qui remonte jusqu'à l'histoire collective et l'histoire de chacun d'entre nous, qui a fait que parfois un roman obéit à la loi d'une seule métaphore. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on ne peut pas dire? C'est un peu ça. Et alors ce personnage, parmi les aspects terrifiants et extraordinaires, il y a le fait qu'on peut lui donner un chiffre. Il dit alors donnez-moi un chiffre au hasard, et pour chaque chiffre, il arrive à sortir un événement terrible de la guerre. Chaque chiffre correspondra au nombre de civils massacrés ou à une date à laquelle a été perpétré un massacre particulièrement terrible ou une action terroriste. Et on a l'impression que la réalité sature son existence, sa conscience, puisqu'il a cette capacité, tout pour lui se transforme en souvenir d'atrocités. Et encore une fois, c'est l'enjeu de la mémoire. Qu'est-ce qu'on en fait? Lui, je me suis inspiré de ce personnage à qui un terroriste a demandé de ne pas oublier. Et son don hypermnésique est là. Il n'oublie rien. Mais en même temps, dans un pays où on lui demande de tout oublier. Et on efface toutes les traces autour. En fait, c'est un enjeu qui m'avait frappé quand j'étais jeune, quand j'étais journaliste. Je crois que je le suis toujours. Mais c'est un enjeu. Comment vous expliquer les choses dans la simplicité sans faire peur aux futurs lecteurs? Quand j'étais journaliste, on avait un problème permanent. C'était est-ce qu'il fallait donner les chiffres des massacres ou pas? Chaque soir, on faisait la réunion, on appelle ça la réunion de clôture, de menu, c'est à cette heure-ci. Et les journalistes se réunissent. J'étais rédacteur en chef adjoint à l'époque, et j'étais journaliste. Et on se réunissait, on avait ce problème-là de donner le vrai chiffre d'un massacre. Parce qu'il y en avait tous les jours 10, 20, 30, 40. Et on avait le fil de l'agence officielle qui donnait un chiffre particulier. Nous, beaucoup de journalistes sur place, avaient un autre chiffre. La question est éthique. Quand il y a un attentat comme ça ou des massacres, est-ce qu'on donne le vrai chiffre, quitte à faire le jeu de propagande des terroristes et créer de la peur, ou on donne un faux chiffre, mais là on n'est plus journaliste, on est propagandiste du régime. On avait toujours ce problème des chiffres. C'est un problème qui remonte jusqu'à la guerre d'indépendance. Parce que là, les chiffres sont précis.
Dans une guerre où on n'avait pas d'État, les chiffres sont... Il y a eu 500 000 morts, 1,5 million, il y a eu ceci, il y a eu cela, alors que les gens de la guerre civile n'existent pas. Jusqu'à, quand j'étais jeune, je voyais qu'il y avait des cérémonies de réinhumation. On trouvait des ossements de gens tués par l'armée française à l'époque, donc on les enterrait dans la dignité, ce qui est une chose bien. Il y avait les charniers aussi des terroristes, là on les oublie. Et donc, l'enjeu des chiffres était important. Et ce que je raconte dans ce roman, c'est une petite expérience qui m'a marqué. D'autres en ont eu beaucoup plus vaste. Mais la mienne, c'est que quand je suis parti faire la couverture de ce massacre-là, à Hatshepsut, je suis revenu à la rédaction avec un chiffre de 1000 morts, de plus de 1000 morts. Donc je fais le reportage, je l'écris, je vais dormir, parce que je n'avais pas dormi 48 heures. Et le lendemain, j'arrive au journal, et le titre a été changé dans l'imprimerie. Parce qu'à l'époque, on avait des imprimeries et des bureaux de censure. Donc c'était à la place de plus de 1000 morts, il y avait des dizaines de morts. C'est un peu le personnage de Gabriel García Márquez dans Cent ans de solitude, celui que personne ne croit parce que son histoire est insoutenable. C'est une expérience qui m'a marqué parce que même autour de moi, les gens me disaient Kamal, 1000 morts en une journée, ce n'est pas possible, enfin, tu ne peux pas le savoir. Et je sentais que les gens ne voulaient pas, ce qui est humain. J'étais en colère à l'époque, mais maintenant je comprends. On n'a pas besoin de ça. Et cet enjeu des chiffres devient plus grave parce qu'on va l'effacer par la suite. C'est 10 ans plus tard qu'un ancien chef de gouvernement, j'avais mis cette citation après, je l'ai enlevée, ça chargeait trop le livre, il a dit, je le cite, il y a eu plus de 1000 morts, mais nous ne pouvions pas battre les tambours de la défaite. On ne pouvait pas le raconter. Donc l'enjeu des chiffres est important. Cet homme qui se souvient de tout, mais se souvient d'un tout dans un pays qui veut oublier tout. Et donc il est obsédé. Mais c'est aussi un enjeu de mémoire personnelle. Quand j'étais petit, quand j'étais un enfant, je n'oubliais pas. Je pouvais lire une page, je m'en souvenais. 2 pages, je m'en souvenais. Je n'oubliais pas. Et ma question quand j'étais petit, parce qu'on cherche la communauté plutôt que le talent, et je voyais que les autres qui discutaient à l'entrée de la classe, j'avais 12 ans, 11 ans, donc ils se disaient, est-ce que c'est tel, il est né à tel, parce qu'ils n'arrivaient pas. Et moi, je me posais la question quand j'étais enfant, mais comment on fait pour oublier? Moi, je n'y arrive pas. Je ne peux pas oublier. Et je jouais à l'oubli pour qu'ils m'intègrent dans leur société. C'est-à-dire, moi aussi, je faisais des fautes exprès pour pouvoir jouer au ballon, pour être accepté par les autres. Et l'enjeu de la mémoire est spectaculaire à titre personnel, littéraire et collectif. Je vous disais ce matin, qui on est lorsque les gens les plus importants dans une vie ne se souviennent pas de vous? Est-ce que nous sommes le souvenir d'autrui? Sommes-nous que mémoire? On peut être soi-même? Et qu'est-ce que la mémoire finalement? C'est une question qui me fascine. Et dans l'Algérie, encore plus, parce que c'est un pays qui revendique une mémoire vide et qui fait taire un oubli bavard. Je m'explique. Tout le monde sait qu'est-ce qui s'est passé, mais tout le monde joue à ne pas le savoir et à ne pas le raconter. Mais tout le monde sait que ce que l'on raconte n'est pas vrai. Tout le monde le récite en disant que c'est la mémoire collective. Et on est dans cette imbrication de complicité qui fait qu'on perd le sens du réel. Et on n'arrive plus à croire qu'est-ce que le réel, mais aussi on en veut aux écrivains et aux hommes de fiction parce qu'ils apportent une fiction concurrentielle et qui fait qu'on ne les tolère pas. Parce que les gens me posent la question, mais pourquoi ce rapport compliqué des écrivains avec les régimes politiques en Algérie? C'est parce que, qu'est-ce qu'un roman finalement? C'est une fiction mais qui n'a pas d'armée. Une dictature, c'est une fiction avec une armée. C'est un peu ça, dans les deux sens. Donc pour moi, l'enjeu de la mémoire est très important à titre personnel, mais aussi, c'est un privilège d'écrivain, c'est de pouvoir s'interroger à haute voix. Donc ce personnage est important pour moi. Et alors ce personnage donc va emmener, Aube, donc la femme enceinte de qui il a été question dans la première partie, donc il va l'emmener et il y a donc la narration de leur voyage qui est ponctuée par des références d'où ils se trouvent, à quel moment, d'égarements parce qu'il y a des moments où ils ne retrouvent plus le chemin et de ces moments de mémoire, de ces fragments de mémoire, souvent tout à fait terribles et qui du coup créent un effet, structurellement très différent de la première partie où on a l'espèce de monologue intérieur, de la mère, à venir, d'Aube. Ça aussi, c'est un dispositif narratif que j'ai choisi, parce que je reviens à la réalité. Je me dis qu'un deuil, une blessure, on ne la raconte pas d'une manière directe. On tourne autour pendant des années peut-être, et à un moment, on le raconte.
l'objet labyrinthe me fascine aussi quand j'étais petit. On croit que le labyrinthe est le mal. Au contraire, c'est le bien. C'est celui qui permet de dénouer la pelote de fil. Sans le labyrinthe et le monstre, la relation entre Ariane et Thésée n'est pas une relation claire. C'est le labyrinthe qui a permis de dénouer. Le fil d'Ariane, c'est le fil de la conversation. En fait, c'est parce qu'on s'enfonce dans un labyrinthe que l'on dénoue ce qui est confus. Et ça, c'était important pour moi. Donc, c'était une manière aussi de raconter un des problèmes majeurs du traumatisme, c'est la perte de la chronologie du temps. Qu'est-ce que... Bon, c'est pas un langage psychanalyste, j'ai lu, mais j'ai remarqué même à titre personnel que quand quelque chose vous fait trop mal ou trop bien, elle enferme le temps dans une bulle et vous tournez dedans. Tout se rapporte au moment où vous avez été blessé. Et le visage d'autrui, ses intonations, son approche, la distance avec le corps d'autrui, la façon de serrer quelqu'un dans ses bras, d'accepter qu'on vous touche, la manière de vous laver, de vous regarder votre corps nu dans le miroir, tout est généralement rapporté parfois à une vie, aux souvenirs de vos parents, mais souvent à un trauma. Et sortir du trauma, c'est rétablir le temps. Le temps passe et on n'est vivant que parce qu'il passe. Lorsqu'il ne passe pas, on est mort. Et donc, dans cette partie qui est confuse, volontairement, qui est un peu difficile, elle est exigeante, et je le voulais comme ça. On ne peut pas se mentir quand on est blessé profondément. Le temps ne signifie pas l'écoulement. Il tourne, il tourne, il tourne, et on tourne à l'intérieur, et on n'arrive pas à se défaire. C'est pour ça que dans la troisième partie, il y a beaucoup d'images de fleuves qui coulent, d'eau qui est rétablie, etc. C'est que pour moi, guérir, c'est réparer le cours du temps. À partir du moment où on accepte que le temps passe, c'est-à-dire quand on accepte la mort, on accepte d'être heureux, d'avoir des enfants, de se sacrifier, de penser pour eux. On accepte la loi de la vie. C'est difficile d'accepter le temps. Très difficile. Même pour des nations entières, parfois. Et la troisième partie, donc, est là aussi, on va essayer de ne pas trop déflorer ce qui se passe, mais nous permet aussi de nous relocaliser en partie, géographiquement. Et là, vous parlez de l'eau, effectivement, on a ce phénomène du bord de l'eau, de la rencontre, du jeune homme, d'une sorte de simplicité, qui s'installe dans la relation. Et c'est une des choses, je pense, frappantes, aussi dans ce roman, c'est que ce personnage central d'Aube, qui a des relations tellement, conflictuelles, avec, les imams de la mosquée voisine, paraît inspirer confiance quand même, paraît, à d'autres personnes qu'elle croise sur son chemin. J'ai imaginé cette situation parce que je me dis, dans une histoire que tout le monde va oublier, certains ont besoin de voir qu'elle a de preuves. Vous savez, on a peur des fantômes, mais quand on les rencontre, on est rassuré. On se dit, bon, la mort n'est pas tout. Donc c'est un peu ça. Il la respecte, la vénère, il l'admire pour son courage, mais il ne veut pas avoir c'est un corps ambigu. Elle n'est ni morte ni vivante, donc ils sont un peu dans. C'est une survivante d'une guerre qui officiellement n'a pas existé. Donc ça ne crée pas que du bonheur, ça crée du malaise, mais aussi ça crée de la. euh, et au fait, ce que vous dites est vrai, mais qui sont les gens qui ont de la sympathie pour elle? Ce sont les femmes. Ce sont surtout des femmes qui ont de la sympathie pour elle, parce que les femmes, qu'elles soient avec une blessure ou pas, elles sont quand même là, elles ne parlent pas, elles n'ont pas le droit à la parole. Et elle le dit à un moment, nous avons le droit de crier deux fois, pendant l'amour ou l'accouchement, Mmh. ce qu'on peut appeler amour. Mais le reste, on ne peut pas. La voix d'une femme ne peut pas s'élever, elle ne peut pas appeler à la prière, elle ne peut pas mener une Mmh. prière, elle ne peut pas crier fort dans les cimetières, elle ne peut pas sangloter à haute voix, elle ne peut pas faire beaucoup de choses. C'est une voix qui devrait être muette. Donc, ce sont les femmes qui ont de la sympathie pour elle, que l'on rencontre dans ce village-là. Et ce village où j'ai été, justement, c'est le village des 1000 morts. Avant d'écrire ce roman et de quitter l'Algérie, j'y étais. Je voulais pas enquêter, j'aime pas ce mot, il a une sinistre réputation. Je voulais voir, et je suis allé, et j'étais frappé par le drame d'une tragédie, c'est d'être frappé par la futilité. Je suis parti sur place, il faisait très beau, très chaud, l'été. Il y avait des gens qui étaient assis, les champs de blé étaient jaunes. Il y avait des cultures de pastèques et de melons. C'est la Méditerranée avec ses couleurs vives. Mais après, je me suis dit, il y a quand même 1000 morts dans ce village. Il n'y a rien, pas une rue, pas un nom, pas une place, pas une trace. Il n'y a rien. Et ce rien, même beau, m'a, je dirais pas, il m'a blessé, il m'a indigné. C'est un peu ça. Et c'est un rien, c'est un rien public,
Mais est-ce que vous l'avez senti dans les familles, dans les gens que vous avez croisés? Parce que personne, dans un village, s'il y a 1000 morts, personne ne peut rester sans être touché. C'est plus complexe. C'est à la fois c'est une guerre honteuse, c'est pas une guerre noble, c'est même pas la guerre de décolonisation. Donc on s'en revendique pas. Mm. La deuxième, c'est que politiquement, ce sont des gens qui ont été toujours soupçonnés de complicité de part et d'autre. Population prise au milieu. Elles étaient entre l'état du jour et l'état de la nuit, comme on l'appelait à l'époque, à tort ou à raison. Donc c'est des gens qui ont perdu dans les mêmes familles, on avait des terroristes et on avait aussi des victimes de terrorisme. Donc ils portent l'ambiguïté du récit national immédiat. Et puis, il y avait beaucoup de... J'en parle dans ce roman, parce qu'à la fin, l'imam, il lui dit arrête de remuer le passé. Mm. Ici, personne ne sait qui il est. C'est vrai qu'à partir de l'Occident, ça a l'air d'une fin de roman du 19e siècle allemande, avec beaucoup de métaphysique. Mais la réalité, c'est que c'est vrai. Je me rappelle de l'époque où, quand j'y allais, un des maires de l'époque, il m'a dit on a des difficultés à recenser les survivants et les vraies victimes. Parce que ceux qui ont fui les massacres, ce sont ce qu'on appelle des victimes. Donc l'État les aide, alimentaires, etc. Mais les autres tribus qui ont fui avant le massacre, comment on les considère? Ils n'ont pas été encore massacrés, donc ils n'ont pas encore droit à l'aide de l'État. Et donc certains se faisaient passer pour les familles des morts. Donc ils prenaient d'autres noms. Et je me rappelle, cet agent me disait, mais on ne sait plus qui est qui. Cette phrase, elle m'est restée en tête et je l'ai... C'est vrai que le meurtre, l'assassinat, quand on le commet à titre personnel, je l'ai dit dans Meursault, démantèle les lois de la vie. Et après, rien n'a de l'importance. Meursault, Haroun dit, depuis que j'ai tué, je ne peux sentir la chaleur d'aucun corps. Et c'est vrai, quand on tue tout le monde à la fois. Mais l'assassinat collectif démantèle aussi les barrières du réel. Qui est qui? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que cela s'est vraiment passé? Est-ce qu'on n'invente pas? Est-ce que ce roman n'est pas un mensonge? Est-ce que moi-même, je ne suis pas un imposteur? Est-ce que ce lieu-là existe déjà? Et, et donc, la notion de réel, le mensonge collectif la démantèle et on n'arrive pas à la retrouver. Des pays entiers. Il y a un grand roman que j'admire beaucoup, celui de Anatomie d'un instant, de Javier Cercas, qui j'ai une énorme admiration. Il parle de comment un pays entier peut construire une mythologie fausse, que tout le monde sait fausse, mais qui fait partie de la dignité collective. Et on le sait. Et on sait que c'est faux. Donc c'est un peu cette frontière-là que j'ai découvert dans ce village-là. Je me suis dit, je ne peux pas avoir raison. Je me suis dit, ils doivent se souvenir, mais après je me suis dit, de quel droit je vais leur demander de se souvenir? Et donc, on revient à la question inaugurale. Est-ce que être heureux, c'est oublier? Ou être heureux, c'est se souvenir pour que cela n'arrive pas par la suite? Je ne sais pas. Alors la question reste ouverte. Alors je suis consciente du temps qui avance et du fait qu'on abuse de votre gentillesse en vous faisant parler comme ça. Je vais vous poser encore 2 questions simplement. Alors la 1re question, c'est donc, aussi bien Houry que, Meursault contre enquête sont véritablement enracinés dans l'Algérie, dans une expérience de l'Algérie, dans la question de savoir comment on raconte l'Algérie du point de vue de quelqu'un qui est à la fois algérien et français, ou de quelqu'un qui est algérien pour lequel le français est la langue. Enfin, toutes ces choses sont vraies. Est-ce que vous pensez que votre écriture sera à jamais une écriture euh, entre ces deux cultures, quelque part? Non, j'espère vivre longtemps, au point d'évoluer, au point d'avoir le droit de changer d'avis. Non, je pense que encore une fois, on va d'une question à l'autre. Et je ne sais pas comment vont s'imposer les prochains récits. Ils sont là, ils sont des tendances. J'ai parfois envie de transcender, de sortir du couple franco-algérien. Parce que je suis le centre du monde, comme chacun d'entre vous. Et je m'en réclame. Et donc, je pense à d'autres imaginaires, je pense à d'autres questions, je pense à d'autres interrogations. Et je peux les décliner d'une manière ou d'une autre. Dans la vie, quand on s'offre ce métier, le luxe de ce métier et ses factures, on peut écrire Terre des Hommes, on peut écrire Le vieil homme et la mer, et on peut écrire Le Petit Prince, on peut écrire Animal Farms, on peut écrire ce qu'on veut. Et en fait, c'est un exercice de liberté. Mais maintenant, il y a des circonstances. Je n'ai pas, vous savez, encore une fois, je le dis, nous sommes le corps du politique.
parce que je suis franco-algérien, décolonisé sans avoir mené la guerre, et être humain, mais tout en appartenant à. Il y a des moments où j'ai envie d'être un extraterrestre et d'écrire des romans sur d'autres planètes. Mais c'est un vœu. Je disais souvent à mes étudiants, ce que l'on veut et ce que l'on écrit ne correspondent pas toujours. Parfois, on peut choisir le meilleur hôtel avec le lit le plus confortable, les oreillers le plus doux, et faire un cauchemar. Et on peut être dans un train mal assis, on s'assoupit pour 10 minutes et on fait un rêve qui vous éblouit pendant des mois. Donc, on peut choisir, c'est vrai. C'est vrai qu'on peut choisir les circonstances d'une littérature ou d'une œuvre. Mais je crois qu'à la fin, il y a quelque chose qui se met en branle qui est différent. Mais il y a un rapport entre votre écriture romanesque et le politique. Oui, j'aime bien citer cette phrase de Mahmoud Darwish, le grand poète palestinien, qui disait la politique est un des prénoms du destin chez nous. Il y a des pays où le politique, c'est un peu parler des dieux grecs. En France, par exemple, quand on parle de politique, on parle de tout. Ça va de la cuisine à l'actuel chef de gouvernement, à décapiter un roi ou à la façon de s'habiller. Donc tout est politique. En Algérie aussi, c'est un pays qui n'a pas tranché la question de la légitimité du pouvoir, et donc tout est politique. Mais ce sont des mots. Il y a des mots qui sont comme ça, le hasard, la fatalité, le politique, l'amour. Il y a des mots qui habillent, qui disent tout et rien. Et on en a besoin parce qu'ils disent tout et rien. Donc il y a de la place pour tout le monde dans ces mots. Donc oui, je suis un objet politique. Je suis un corps politique, mais je ne suis pas que cela. On peut me serrer la main. Je ne disparaîtrai pas. Je serai toujours là. Je ne suis pas un fantasme. C'est à la fois ce que je récuse et ce que je veux. Peut-être que je suis un écrivain algérien quand j'écris, mais quand je lis, je ne suis ni algérien ni qui que ce soit. Et je voudrais inverser les rôles à un moment. Peut-être lire et écrire de la même manière, c'est-à-dire en transcendant tout. Ce n'est qu'en arrivant en France et en Occident qu'on m'a posé des questions qui m'ont déstabilisé. Pourquoi vous écrivez en français? Est-ce que c'est lié à l'histoire coloniale ou pas? Qu'est-ce que être algérien et être français? Alors que moi, j'ai appris la lecture pour voyager, nager, fréquenter des îles, connaître des époques. En fait, tout mon lien avec la littérature, c'est un lien de désaliénation, de désappartenance. C'est un lien de voyage. Donc, et alors qu'on me ramène vers ça. Meursault me disait, est-ce que par rapport à la colonisation, etc., non, c'était juste. J'avais ce roman-là, par exemple, on me dit, oui, c'est le roman d'une guerre, le roman. Je suis d'accord, ça me permet de parler. Mais la réalité, c'est un roman de résurrection. C'est le roman, est-ce que j'ai le droit de vivre quand je suis précédé par tant de massacres? Est-ce que j'ai le droit de rire sans être insolent? Est-ce que j'ai le droit de danser et de vivre et d'être ivre sans que mes ancêtres me crachent dessus parce qu'ils vont me dire nous sommes morts pour toi alors que tu es en train de rire ici et de manger, de prendre du bon vin à Oxford? En fait, c'est la notion du bonheur. Et si vous voulez que je réponde vraiment à votre question, moi, ce qui me préoccupe, c'est la définition du bonheur. Et une définition légitime. Qu'est-ce que être heureux? C'est la grande question à laquelle le monde arabe n'arrive pas à répondre. Le monde arabe, les élites, elles sont de deux sortes. Elles répondent à la question qu'est-ce qu'il y a après la mort? Et elles répondent à la question qui est coupable de tout? C'est l'Occident. Mais elles ne répondent pas à la question de qu'est-ce que être heureux. Personne ne définit le bonheur. C'est pour ça que peut-être nous sommes de bons guerriers, mais nous sommes de mauvais vétérans, souvent. Alors, j'avais promis deux questions et j'en ai posé une. Mais avant de la poser, donc, je voudrais simplement vous remercier vraiment, Kamel, de tout ce que vous nous avez dit et de nous avoir un petit peu introduit dans votre, ce qu'on pourrait appeler votre laboratoire ou votre atelier d'écrivain. Vous allez voir que c'est un rapport avec cette dernière question. Alors, donc, la conversation, je l'ai rappelé au départ, a lieu dans le cadre du choix Goncourt. Et nous avons parmi les spectateurs et les auditeurs de nombreux jeunes étudiantes et étudiants, dont certains se disent qu'un jour, peut-être, ils pourraient écrire un roman. Et donc, ma question à vous, que je pose donc à tous les auteurs qui ont été parmi les auteurs présélectionnés au concours, c'est qu'est-ce que vous auriez comme conseil à donner à une jeune femme ou à un jeune homme qui a envie d'écrire un roman? Je le fais souvent. Je dis, quand j'entame un cours, je dis l'ennemi d'un quelqu'un qui veut écrire, c'est ça. Pas mon roman, mais le roman. Parce que quand on veut écrire, on est bloqué parce qu'on voit la fin. Ça, c'est un travail. C'est des ratures. C'est des parties qui ont été jetées. Ce sont beaucoup de choses. Et on arrive à la fin. Alors que ceux qui veulent commencer à écrire, ils veulent commencer par la fin. Alors qu'il faut commencer par le début. C'est-à-dire hésiter, tourner autour, être sincère avec soi-même.
avoir une discipline d'écriture, des rituels, écrire tous les jours, etc. Je m'amuse un peu plus loin. Je leur dis, vouloir écrire directement comme ça, c'est comme quelqu'un ou des parents qui veulent avoir un enfant qui a déjà 22 ans, qui est déjà à Oxford et qui est déjà fini. Ce n'est pas possible. Il y a toutes les 22 ans avant la crise d'adolescence, les dents, les fièvres, les couches à changer, etc. Et l'ennemi d'un écrivain, c'est à la fois l'œuvre et le chef-d'œuvre. Si on commence par le chef-d'œuvre, c'est pas le mien, on est bloqué. Ce qu'il faut faire, c'est commencer par l'œuvre. Et l'œuvre, c'est l'ouvrage. Et l'ouvrage, c'est la constance, le rituel, et tous les jours. En fait, on est tous écrivains, sauf que beaucoup ne le croient pas et passent à côté d'une autre vie. C'est celle où ils auraient pu écrire. Si nous pouvions écrire comme nous voudrions séduire, comme nous nous parlons à nous-mêmes avec cette langue intérieure, et que nous arrivions à faire la jonction entre le dictionnaire et la langue intérieure, ça fait quelque chose qui parfois est de l'ordre de l'œuvre et de l'ouvrage. Donc en fait, le seul conseil, paraît banal, mais j'ai mis des années, c'est que il faut être soi-même. C'est la seule différence que l'on puisse vendre au monde. Si on veut être comme les autres, on est une monnaie fausse. Les gens s'intéressent à moi parce que je suis différent. Et c'est ma différence que je dois m'exprimer. C'est ce que je peux proposer au reste du monde. Sinon, comme disait un Anglais, les autres sont déjà pris. Eh bien, Kamel Daoud, merci d'être autre, merci d'être différent, merci de partager avec nous ce chef-d'œuvre, je crois qu'on peut le dire, qui est Houri. Alors, ceux d'entre vous dans le public qui ne l'avaient pas encore lu, vous avez un bonheur à venir. Hein. Vous avez vraiment, vous avez de la chance de ne pas l'avoir lu. J'ai la chance de l'avoir lu, mais vous avez de la chance si vous ne l'avez pas encore lu. Et je vous signale au passage que Kamel a la gentillesse de se prêter de nouveau à une conversation plus générale, donc qui permettra d'évoquer ses autres œuvres, d'évoquer la littérature et l'Algérie, les écrivains algériens divers, hein, de Camus à Boualem Sansal, demain à la Maison Française à 11 h, s'il y en a parmi vous qui souhaitent se joindre à nous. Merci Kamel et bravo. Merci à vous. Merci.